Welcome, my fellow brothers, on Rival Hammer. Salut à tous les amis, salut à tous et bienvenue sur Rural Hammer. Bienvenue sur Rural Hammer pour une petite émission nocturne. Et oui, je viens d'appuyer sur le bouton enregistrer alors qu'il est 1h du matin. À vrai dire, c'est la première fois que ça arrive. Moi, normalement, je m'enregistre quand je pète la forme, en plein jour, avec le café, tout ça. Ben là, non, j'avais envie d'une petite émission nocturne, une émission un peu plus sombre. Car aujourd'hui, eh bien, nous allons parler tous ensemble du Dark Age. Le Dark Age, cet âge sombre où on oublie le hobby, où on arrête le hobby, où tout simplement on ne joue plus. Donc on va en parler, voilà, c'est le soir, restons calmes et tout. Bon, naturellement, je vais toujours finir par m'énerver car je m'énerve toujours, mais c'est ce qui vous fait rire, hein, j'ai l'impression. Mais voilà, on va parler du Dark Age, pourquoi ce truc existe, et bah à moi, finalement, comment ça m'est arrivé, car après tout, nous sommes dans la rubrique « Il était une fois mon hobby ». Donc, il va s'agir d'une émission peut-être la plus personnelle que j'ai enregistrée jusqu'à maintenant. Voyons voir ça tous ensemble. Et posons d'abord la question la plus importante, quelque part, pourquoi arrête-t-on le hobby ? Pourquoi un jour on décide de se passer de ça, de se passer de quelque part quelque chose qui nous rend fou, qui nous passionne, qui nous fait bosser chaque jour, qui nous fait rencontrer du monde, qui nous fait jouer, qui nous fait peindre, etc. Pourquoi un jour tu dis ok, j'arrête ça. Pourquoi on arrête ça ? Alors, à vrai dire, et dans ma vie, c'est des choses que j'ai rencontrées assez régulièrement, pourquoi arrête-t-on un truc qui nous plaît autant, un truc qui nous passionne autant ? Eh bien, ça peut malheureusement découler d'un événement tragique. Il y a des événements comme ça, bam, la vie quand même est assez riche en coups de Trafalgar. Parfois, tu te prends un truc sur le coin de la gueule, tu l'as pas vu venir. Donc voilà, hein, ça peut être la mort, ça peut être la perte de l'amour, la perte de l'être aimé, la perte d'un être proche. C'est ce genre d'événement, quelque part, on ne calcule pas toujours les répercussions que ça peut avoir dans notre vie. Et bah, quand on traverse une période sombre comme ça peut arriver qu'en fait, le truc coule de lui-même, quoi. C'est ok, en fait, je vais me passer de ces choses qui me procurent du plaisir, tout simplement parce que l'ambiance n'est pas là, c'est pas le moment. J'ai même pas envie de me procurer du plaisir. J'ai juste envie d'être sombre. Il m'est arrivé un vrai coup de pute. Je m'enterre. Voilà, pour dormir, j'ai besoin d'un petit verre de Calva. Bon, bref, on a tous, je pense, traverser ce genre d'événement, le truc grave, quoi, un truc grave qui t'arrive dans ta vie, et ben ça peut découler de ça, tout simplement. Ça peut également découler d'un terme qui est pas mal à la mode en ce moment, c'est le burn-out. Moi je dis les couilles en dehors, naturellement. Voilà. L'ami Thibaut Claudel en a parlé très récemment sur son podcast Land Rider, que je vous ordonne d'aller écouter. En tout cas, il en a parlé très bien. Certes, il peut complètement exister une forme de burn-out liée au hobby. Ça peut être dû à plein de choses. Moi, pour ma part, ça peut être surtout dû à l'éditeur. On a un jeu, on l'adore, et puis quelque part, parfois, on va en assaut, on se fait démolir, on ne prend pas de plaisir, on rencontre des armées moches, enfin bref, c'est relié quelque part à toutes les mécaniques dont on parle souvent sur Rural Hammer, voilà, cette espèce de fanatisme de la méta, cette espèce de course à l'armement, de course à la puissance, où le plaisir passe au second plan. Le burn-out qui peut être également lié à la peinture, hein. Bref, ça peut prendre 1001 formes. Thibaut en a très très bien parlé, je me suis pas mal reconnu là-dedans, parce que moi techniquement en ce moment je suis dans une période de hobby difficile, tu vois, j'ai du mal, pareil, je me suis pris un gros coup de pute. Bon, certes, là on n'est pas dans l'ordre du grave, on n'est pas dans l'ordre de l'événement tragique, mais j'ai complètement merdé la peinture de mon Titan, la faute à pas de bol, ça au bas mot ça veut dire 20 à 30 heures de taf de perdu, je dois tout recommencer, je dois redécaper, je dois ressous-coucher, ça va me recoûter beaucoup d'argent et tout. Waouh, ça putain, quand tu te prends ça sur le coin de la gueule, c'est chaud. Vraiment c'est chaud, t'as du mal à t'y remettre ensuite. Néanmoins, je m'y suis remis immédiatement.
parce que je suis comme ça. Moi, j'aime bien mettre de la discipline, même dans le plaisir quelque part. Et tu vois, je me suis pas laissé abattre. Je fais, ok, ce truc, je le range. Je veux plus le voir pendant quelques semaines, voire quelques mois. Je m'y remets, je me mets à autre chose tout simplement, et du coup là j'ai peint du bleu dans le gel comme un fanatique, et ça se passe très bien. Mais en tout cas, le burn-out peut être une véritable réalité dans notre hobby. Il a plusieurs formes, il est dû à plusieurs facteurs. En tout cas, on peut très bien rage quit, comme disent les jeunes, quoi. Ensuite, il peut y avoir également un ras-le-bol généralisé lié à l'entourage. Par exemple, si on va dans une asso toutes les semaines où tu vois, on trouve les mecs cons, on se sent pas bien, on prend pas vraiment de plaisir, bah là, idem, ça peut procurer un sentiment assez négatif qui nous fait arrêter tout ça. Donc, ça peut être également la faute de l'éditeur, comme je l'ai dit, parfois on arrête un jeu parce qu'on en a marre de l'éditeur, et là franchement, moi depuis que j'ai repris le hobby, c'est quelque chose que j'ai vu pas mal en V9, hein. J'ai vu beaucoup de gens quitter le jeu en V9, hein, et qui se sont à peine remis à la V10 parce qu'ils savent que désormais, voilà, le jeu sera sur les mêmes rails, avec les mêmes mécaniques de jeu archi sportives, etc. Ils en ont marre, tout simplement. Ils en ont marre. Moi, naturellement, je vous encourage toujours à lutter contre ça, hein. Comme je le dis souvent, nous, on est inscrits dans la lutte. Nous autres joueurs, eh bien, narratifs, les joueurs du plaisir, quelque part, nous sommes en lutte contre eux. Je vais pas dire, on va pas dire en lutte contre l'éditeur lui-même, mais néanmoins, on doit composer avec ce qu'il nous offre. Ce qu'il nous offre ne nous plaît pas toujours. Donc voilà, ça peut être lié à tout ça. Alors, j'ai déjà connu des cas où c'était lié au couple. Alors là, je vais te dire, mon gars, si t'arrêtes le hobby à cause de ta meuf, arrête tout, c'est pas la bonne, hein. C'est vraiment pas la bonne du tout. Bref, on peut arrêter le hobby pour 1001 raisons. Et donc, cet arrêt du hobby, elle peut avoir des choses regrettables en conséquence. Ça peut être la vente de tes armées, ça peut vouloir dire l'arrêt total de la peinture, ça peut vouloir dire les projets coupés net, hein, tu vois, quand tu t'arrêtes au milieu d'un projet, ton armée d'ultramarine que tu étais en train de faire, quelque part, elle ressemble à rien, tu vois, il y a des trucs sur grappe, il y a des trucs qui sont pas assemblés, il y a des trucs peints, il y a des trucs sous-couchés, bref, ça vaut que dalle. Bon, néanmoins, on voit ce genre de projet revendu 800 € sur le bon coin, hein. Mais en tout cas, ça a une valeur de merde, quoi. Quelque part, un projet pas fini, c'est un projet qui n'a aucune valeur, enfin, du moins à mes yeux. Vous savez que j'ai un discours potentiellement assez extrême à ce sujet. Mais en tout cas, voilà, ça peut avoir... on peut vraiment avoir beaucoup de regrets à arrêter le hobby. Ne serait-ce que la vente d'une armée, tu vois, c'est... Bon, après, ça dépend comment on aborde, en fait, son armée, tu vois. Mais moi, la moindre de mes armées, tu vois, elle veut dire quelque chose, quoi. C'est quelque chose que j'ai étudié, que j'ai construit, que j'ai peint, mais avec beaucoup d'amour, quoi. Se passer de ça contre de l'argent... Tu vois, c'est waouh. Moi, je le sais, hein, parce que j'ai revendu mes armées Old World. Ça, néanmoins, tu vois, je n'exprime pas vraiment de regrets à ce sujet. Mais quand même, se défaire d'une armée, ça veut toujours dire quelque chose. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de... C'est émotionnellement, c'est difficile, quoi. C'est difficile. Donc en fait, l'arrêt du hobby peut provoquer ce genre d'effet secondaire, comme tu vois l'arrêt de la peinture. Ça aussi, moi je trouve ça grave, quoi. Tu vois, c'est couper net son exercice créatif, son exercice artistique. Donc quelque part, quand on arrête le hobby, il y a jamais grand chose de bien qui en découle derrière, quoi. Donc je vais vous raconter comment s'est passé mon propre arrêt du hobby, mon propre Dark Age. Alors déjà, pour ma part, la chose a été assez diluée. À aucun moment, hein, si vous voulez, je n'ai arrêté brutalement. J'ai longtemps gardé un pied dans le lore, et j'ai envie de dire surtout le lore. J'étais toujours abonné à White Dwarf. Je jouais assez souvent à Inquisitor. Donc là, on était sur un jeu un peu de niche qui demandait bien moins de temps que Warhammer ou 40 000. Et donc, de ce fait, si je devais donner une date exacte de l'arrêt de mon hobby, j'en serais absolument incapable. Ça a été un peu dilué dans le temps. Donc, je ne suis pas bien original. Cet arrêt coïncide naturellement avec l'entrée dans le cycle d'études supérieures, hein. Ça s'est joué dans ces années-là. En fait, quand j'ai commencé à rentrer à la fac, il y a eu cette période de 2 à 3 ans de flottement dans lesquels, en fait, je ne jouais plus vraiment, mais j'étais quand même encore dedans, tu vois. Et
Ensuite, j'en suis arrivé à l'arène net avec les circonstances mêlées, études professionnelles, etc. Mais en tout cas, ça n'a pas été un arrêt brutal. Et puis, de toute manière, j'ai toujours été entouré, même après l'arrêt, de personnes qui, elles, continuaient. Donc, inévitablement, j'avais toujours un petit pied dans tout ça, quoi. Mais en gros, si je devais retenir une durée concernant ce Dark Age, on est sur à peu près une quinzaine d'années. Pendant 15 ans, j'ai complètement arrêté le hobby. Et pourquoi j'ai fait ça ? Alors, pourquoi j'ai fait ça ? Donc, comme je vous l'ai dit, c'était pas un désamour, c'était pas un arrêt brutal. Tout simplement, j'ai arrêté de jouer à Warhammer pour jouer à un superbe nouveau jeu qui s'appelle, La Vraie Vie. La vraie vie, le meilleur jeu du monde, ou pas, on verra ça ensemble. Mais en tout cas, voilà, c'était pas un désamour, c'est juste que j'ai joué à un autre jeu. Un autre jeu dans lequel, tu vois, j'ai pu participer, j'ai pu lire les règles, en tout cas, j'ai eu mon ticket d'entrée pour participer à ce nouveau super jeu qui s'appelle La Vraie Vie. Donc, si on doit avoir un peu de recul sur tout ça, on va pas se mentir, nous autres, les wargamers, et bon, surtout si je remonte à cette sacro-sainte période des années 90, à l'époque, nous étions les pires oubliés de ce jeu qu'est La Vraie Vie. Jusqu'à maintenant, en fait, on était dans une autre réalité. On était entre nous, entre potes, au collège. Donc il y a évidemment toute l'immaturité qui allait avec. Et on s'était niché dans les histoires de la Grande Croisade, de l'hérésie d'Horus, etc. On était dans une autre réalité. Et donc quand on vit dans une autre réalité, donc ça c'est un phénomène réellement très actuel, lorsqu'on navigue un peu comme ça dans les sphères de l'imaginaire, etc., parfois certains ne vont jamais en sortir, tandis que d'autres, oui. Donc là, moi, ça a été mon cas. C'était arrivé à un moment de ma vie, je suis sorti de mes sphères imaginaires pour aller faire la guerre, mais sur le macadam des villes, tu vois. Donc, c'est un phénomène vraiment très actuel, surtout via la numérisation de masse. Moi, ce que j'appelle la prison numérique, c'est-à-dire que il n'y a rien de plus facile que de se laisser bercer dans tout un tas de mondes imaginaires, de mondes parallèles, des mondes où quelque part on se sent bien et qu'on n'aura pas forcément envie de quitter. Donc voilà, la prison numérique. Donc en rester prisonnier de ça, c'est une très très mauvaise idée. Je suis pas là pour juger, mais en tout cas moi les gens que j'ai pu rencontrer, tu vois bien en fait qu'ils sont prisonniers d'un tas de trucs, quoi. Il y a à la fois trop de consommation de médias, que ce soit TV, séries, cinéma. Il y a trop de jeux vidéo, il y a trop de lore en fait, si vous voulez. Le mec il est à la fois dans 12 univers complètement différents qui lui prennent tout son temps, mais néanmoins c'est des univers dans lesquels lui il se sent heureux. Donc ça, sur le long terme, ça nous donne quelque part le fameux phénomène de l'adolescence, c'est-à-dire un mec de 40 balais, mais qui est toujours en fait dans ces mondes imaginaires, quoi. Il est toujours dans le cinéma, dans les jeux vidéo, etc. Il en est prisonnier de ce truc-là, il a jamais su en sortir. En tout cas, pour en sortir, parfois, il faut tout simplement trouver l'occasion d'en sortir. Moi, du haut de ma petite vingtaine d'années, j'ai eu l'occasion d'en sortir. Alors qu'en fait, j'étais pas bien différent de ces gars-là qui vivent uniquement dans l'imaginaire. Moi, quand j'étais enfant, mon quotidien, c'était le dessin, les Lego, Warhammer, et à vrai dire, pas grand-chose d'autre. Quand je me frottais au réel, c'était en compagnie de mes collègues de Warhammer, ou alors tu vois on faisait du vélo dans la forêt, on volait des clopes à tonton, tu vois, on faisait des conneries quand on était des petits cons, quoi. Donc il y avait quand même une part de réel dans cette vie, mais c'est tout simplement dû qu'à l'époque la numérisation dont je parle, elle était quand même bien loin d'exister. Nous tout ce qu'on avait c'était la console de jeu dans le salon du daron, et mon Dieu, qu'est-ce qu'on a pu la fumer cette console, je veux dire, les après-midi sur GoldenEye en multijoueur, ça y allait. Donc moi aussi j'étais un petit con complètement dopé à l'écran. Mais en tout cas, si on devait faire le portrait type du joueur de 40K de l'époque, et chose que j'étais absolument, voilà, moi mes souvenirs un peu, voilà, quand on avait entre 10 et 15 ans par exemple, c'était toujours à peu près le même type de gars, quoi. C'était le petit gars, un peu timide, introverti, souvent maladroit, voilà, quelqu'un d'assez finalement inadapté, quoi, et donc quelqu'un de très peu qualifié jusqu'à maintenant pour participer à ce grand jeu de la vraie vie. Nous, on vivait clairement en marge, on était dans nos petits univers
créatif et narratif. Mais moi, à l'époque, je trempais un peu dans tous les milieux, quoi. Si vous voulez, j'avais de côté mon éternelle bande de losers, hein, avec qui je jouais tous les samedis. Néanmoins, cette bande de losers, faut garder à l'esprit que c'est mes meilleurs potes, hein, maintenant. Pour certains, ça fait plus de 30 ans qu'on se connaît, qu'on fait du vélo, qu'on fait des conneries. Donc, tu vois, quand je dis ma bande de losers, c'est très, très loin d'être péjoratif. Mais en tout cas, j'avais d'une part ma petite bande de losers comme ça, et d'autre part, eh bien, socialement, j'arrivais quand même à me greffer chez les ténors de la cour de récré, quoi, tu vois. C'est-à-dire les gars qui étaient, tu vois, un peu à la mode, les gars qui avaient accès aux filles, chose dont j'étais radicalement éloigné. Et moi, j'arrivais quand même à tremper dans différents milieux. Donc déjà, sociologiquement, il y avait un truc qui, en moi, faisait que, ok, en fait, j'ai quand même mon mot à dire dans la vraie vie, j'ai quand même mon mot à dire chez, allez, je vais pas dire les élites, parce que franchement, les ténors de la cour de récré, quand j'ai pu en revoir, mais genre 20 ans plus tard, tu te rends compte que les gars, c'est devenu des trous du cul, quoi. Je veux dire, la gloire, ok, la gloire adolescente, pourquoi pas, mais ça donne pas forcément de bons résultats, quoi, tu vois. Et si je pouvais participer en fait à ces différentes un peu sphères sociales, hein, là on parlait vraiment de sphères sociales, c'est-à-dire que là-dedans il y avait vraiment des différences de revenus, des différences de classe. Moi j'étais en mode team prolo, quoi, et tous mes potes c'était la même chose, hein. On était classe moyenne, basse, voire classe moyenne, tu vois, les gens humbles tout simplement, quoi. Et donc ce qui rendait l'exercice de Warhammer assez périlleux financièrement, on va pas se mentir. Mais donc moi si je pouvais tremper un peu dans tous les milieux, c'était principalement grâce à l'humour. J'ai toujours été un petit con, j'ai toujours été le petit rigolo de service. Ce truc-là, honnêtement, ça m'a rendu service toute ma putain de vie. En tout cas, je n'étais pas bien différent du profil type de joueur 40K de l'époque. C'est-à-dire un petit gars un peu fermé sur lui-même, etc. Du haut de ma vingtaine d'années, je me suis dit, ok, la revanche a sonné. La timidité, ça ne me mènera nulle part. Il est temps de botter des culs. On va jouer à un nouveau jeu, car tout simplement, l'accès m'en a été donné. Donc, dans cet accès, qui s'est fait, à vrai dire, de la manière la plus naturelle du monde, hein, c'est-à-dire, je suis pas original, hein, j'ai fait des études, j'ai rencontré des gens, j'ai eu des petits boulots, j'ai eu des opportunités, donc là, c'était vraiment le champ de la découverte totale. Donc, dans ces découvertes, il y avait les métiers à faire, les études à mener, les femmes à aimer, les nouvelles rencontres, les opportunités. J'étais en train de sortir de mon trou. Et s'il y avait une surprise à retenir de cette époque, c'était que merde, je suis plutôt bon à ce jeu-là. Ce nouveau jeu-là dont je suis en train d'apprendre les règles, je me débrouille plutôt bien. Donc, entre les amourettes, les boulot cool, les études en mode très curieux, les nouvelles expériences, les petits boulots à faire du chantier, à faire de la sonorisation, à bosser dans des théâtres, à bosser dans des bibliothèques, j'ai même distribué des pubs, enfin j'ai fait absolument tout et n'importe quoi. Et j'ai aussi croisé ce qui allait être appelé à devenir ma nouvelle religion, c'est-à-dire la bière et le métal. La bière et le métal, on va pas se mentir, durant ces 15 ans d'arrêt de hobby, ça a été au top de mes préoccupations, quoi. Mais surtout et avant toute chose, les amis. Les amis, donc ceux-là même avec qui je jouais au collège et au lycée. J'allais pas abandonner mes racines, ne jamais oublier d'où l'on vient. Donc je participais à ce nouveau jeu avec de très humbles réussites, hein, clairement, il n'y a pas non plus de quoi avoir une couronne de laurier, mais néanmoins je m'en sortais plutôt bien. Les études, ça se passait bien, tout ça. Donc on apprend les règles, l'apprentissage est très long, c'est un apprentissage qui se déroule sur des années, les échecs sont nombreux et quelque part ça a été vraiment un apprentissage par l'échec, tout ça, hein, vraiment. Je vous rappelle tous à votre première fois, tu vois, la vraie première fois. Bon, tu vois, qu'est-ce que ça a donné? J'ai jamais eu de récit glorieux concernant ça, hein, les mecs, faut pas se leurrer, quoi. Donc il y avait une ambiance un peu die and retry que moi j'aimais beaucoup.
Et dans ce nouveau jeu, eh bien, s'il y a un parallèle à faire avec 40 000 par exemple, eh bien, c'est que ce jeu, donc ce jeu de la vraie vie, il a plusieurs types de joueurs et donc des profils de joueurs dont je vous ai déjà parlé dans mes émissions. Il y a le joueur casu, il y a le joueur méta, et il y a les versions démoniaques que sont le casu gogol et le méta gogol. Donc on est un peu dans le même délire que les castes de personnages qu'on a par exemple dans les jeux de rôle. Il y a le magicien, le guerrier, le sage, l'amant, l'explorateur, etc. Et moi, dès le départ, donc dès que j'ai commencé à jouer à ce grand jeu de la vraie vie, j'ai été clairement un joueur casu. Et si je devais retenir ma classe de personnages, on était dans un genre de créateur, explorateur, rebelle, idéaliste, quoi. C'est-à-dire que je ne faisais pas les choses très sérieusement. J'y allais fort, mais avec parcimonie, quoi. J'y allais fort, mais de temps en temps. C'est-à-dire que quand il y avait une échéance importante, bah, typiquement passer des examens, avoir un rencard, avoir un entretien d'embauche, tu vois, ce genre de truc-là. Là, je me mettais un coup de bourre. Là, j'y allais en mode un peu sportif, quoi, un peu compétitif. Mais globalement, je ne faisais pas les choses très sérieusement. Ma vie était emplie d'une douce légèreté. C'est-à-dire que je n'optimisais pas ma vie, mais la vie était très belle. Et l'important, bah, dans tout ça, dans tout ce que je faisais, c'était l'amusement, les gens et la passion. Et à titre de passion, bah, la musique et le cinéma m'ont occupé nuit et jour pendant 15 années entières. J'étais absolument partout. Donc déjà, j'étais un peu dans mes études de son. Bon, je vais pas dériver là-dessus, mais j'ai fait beaucoup d'études. J'ai prolongé le plaisir, parce que j'ai fait 6 ans d'études en tout. Tout ça pour rien avoir. Hein. Ça m'a jamais servi à rien. Mais en tout cas, j'ai un peu navigué. J'ai fait de l'électronique, j'ai fait de l'audiovisuel, j'ai fait du montage vidéo. J'ai été journaliste pour des webzines de musique en ligne. J'ai participé à de nombreux festivals. J'ai eu pas mal les pieds dans le milieu associatif. J'organisais dans la métropole lilloise des concerts de métal extrême, etc. Donc il y avait beaucoup de choses, c'était beaucoup de vie nocturne, etc. Bref, c'était du papillonnage pur et dur. Donc moi, voilà, j'étais comme ça, j'étais un joueur casu, un peu rêveur, explorateur, très très curieux. Hein. Moi, j'étais vraiment curieux de tout durant mes jeunes années. Parlons un peu des autres types de joueurs. Là, c'est assez rigolo. Donc si on prend ma version démoniaque, que serait le casu gogol. Bon, ça m'est déjà arrivé d'être casu gogol moi-même, je m'en excuse, je pense qu'on l'a tous été à un moment donné de notre vie. Comment il joue à la vraie vie un casu gogol? Eh bien, il foire tout simplement. Si plusieurs options se présentent à lui, il va faire toujours le plus mauvais choix. Il veut s'amuser, mais son absence totale de stratégie le condamne toujours à exercer en marge. Quelque part, sa vie n'est qu'une lente succession de frappes en profondeur à 9 pouces, à l'issue de laquelle tu foires ton jet de charge. Bref, le casu gogol, il perd tout le temps. Donc ça, au jeu de la vraie vie, parce que là on parle d'un jeu qui a parfois des conséquences très lourdes, hein, le résultat d'échecs répétés dans ce grand jeu de la vraie vie, ça peut être des résultats parfois très moches, c'est-à-dire la solitude, la télé, la branlette, les jeux vidéo. Donc bref, le casu gogol, il a lâché l'affaire, il ne joue plus à ce jeu depuis bien longtemps. Donc là, bah, tout simplement, pour y rejouer à ce jeu de la vraie vie, après avoir essuyé moult échecs, moult déceptions, etc., eh bien, il suffit tout simplement de se botter le cul et de retourner au front. Vas-y mon gars, tu verras, potentiellement, ça vaut le coup. On est tous des guerriers en puissance, mais parfois, ils sommeillent tellement enfuis dans nos êtres endormis et numérisés que voilà, il a l'âme du guerrier, elle a un peu elle a un peu trop enfui, quoi. Donc il suffit tout simplement de rallumer la mèche. Courage les amis. Quant au joueur méta, alors le joueur méta dans ce grand jeu de la vraie vie, généralement il est assez vite sorti de l'enfance. Ça va être un mec relativement pragmatique et potentiellement ambitieux. C'est-à-dire que il veut prendre tout simplement ce que le monde a à lui offrir. Et donc bah, il va se créer le moyen de parvenir à ses fins, tout en suivant les règles. Ça, c'est assez important. C'est que le joueur méta n'est jamais un tricheur. Bon, ça arrive de croiser un joueur méta en tournoi qui triche. Généralement, ça se sait très vite. Hein. Donc bref, globalement, le joueur méta, il joue ambitieux, mais il joue toujours en suivant les règles. Par contre, il peut être sans pitié. C'est-à-dire que
quand on suit les règles de la société actuelle, rien ne nous interdit parfois d'être sans pitié, quoi. C'est même dans certains, je sais pas, si vous avez déjà mis un pied dans une agence de pub, vous voyez ce dont je veux parler. Personnellement, j'ai travaillé une semaine et j'ai rage cuite. Putain, quel enfer, le monde de la pub. Putain, mais napalmez-moi tout ça au plus vite. La pub, c'est vraiment une saloperie. Je me suis perdu, j'en étais où? Oui, le joueur méta. Donc, il suit les règles. Par contre, ces règles, elles peuvent l'autoriser à être sans pitié. Hein, vraiment, pour parvenir à ses fins, potentiellement, le mec peut devenir sans pitié. Donc ça peut être sans pitié envers ses collègues, ses amis, sa meuf, ou ses amis, quoi. Et des amis qu'il va pouvoir avoir tendance à perdre sur un mauvais jet de dés. En tout cas, globalement, le joueur méta, dans la vraie vie, il optimise son jeu et surtout, il aime ça. Et alors, le versant démoniaque du méta, c'est le méta-gogol. Donc là, on parle sans doute de l'archétype du fils de pute, hein, tout simplement. Il optimise tout. Il a une mécanique très masculine, à mon sens, de ne voir que le fonctionnel dans ce qui l'entoure. Quand je dis ça, je veux dire quoi? C'est quelque part l'incapacité de s'émerveiller au profit de la quête de puissance et tout simplement de la fonction primaire des choses. J'ai un souvenir parce que moi voilà j'ai fait 1 an dans une école d'ingénieur du coup en électronique, donc là autant vous dire j'étais dans un univers très très masculin. Ça parlait football, tuning, ça parlait tu vois la technologie de l'époque, vraiment des trucs très très masculins. Et voilà, je me rappelle d'un moment. On partait à une espèce de sortie comme ça organisée pour aller voir une expo de Stanley Kubrick dans la ville de Gand en Belgique. Et donc voilà, après il y avait le train qui était donné à telle heure, tout ça. Et je me rappelle, donc j'étais avec une dizaine de gars là. Honnêtement, je m'entendais pas de ouf avec ces gens-là. Je les trouvais un peu ennuyeux, justement un manque cruel de fantaisie, tu sais. Bref, on part à Gand, voilà, voir une expo Stanley Kubrick. Alors moi, évidemment, j'étais fan absolu, donc voilà, j'en prends plein les mirettes. Tu vois, il y avait les décors de 2001 sur place, s'il te plaît, quoi. Et je vois les gars traverser ça, un peu sans intérêt, quoi, tu vois. Ouais, pas mal, ouais. Donc, ok, on arrête l'expo. Et ensuite, tu vois, on a quelques heures devant nous pour découvrir la ville. Et donc, la ville de Gand, c'est une ville médiévale. Hein, c'est un peu la petite sœur de Bruges. C'est une ville magnifique, hein, Gand. C'est vraiment les rues des villes, là. C'est vraiment ambiance médiévale. C'est tout ce que j'aime. C'est de la vieille pierre, du vieux bois, des constructions gothiques. Enfin, c'est merveilleux. Et là, j'ai vu les gars, en fait, traverser tout ça, mais avec le désintérêt le plus complet. Ils étaient réduits vraiment à qu'est-ce qu'on mange, c'est quand le train, faut pas le louper, tu vois. Mais putain! Alors, à tel point que je me rappelle, je suis resté tout seul à Gand, je les ai laissés partir, je me suis trouvé à une espèce d'auberge de jeunesse sur place le soir, et moi j'ai continué tout seul à flâner dans les rues. Bref, je parle de ça parce que ça pour moi c'est sans doute le pire côté de la masculinité. Là, on parle pas de masculinité toxique ou je ne sais quoi. Non, on parle de masculinité chiante. Tu vois, ne voir que le fonctionnel dans les choses, ne faire que parler bagnole, mécanique et tout. Mais oh putain, mais au secours, quoi, au secours. Bref, grosse parenthèse. En tout cas, l'archétype du méta-gogol, donc c'est généralement quelqu'un qui a ça en lui, hein, qui a ce côté vraiment très très fonctionnel, l'incapacité à s'émerveiller, hein, tu vois, dans 40 000, il y a des gens, tu leur fais voir une belle table avec des armées magnifiques, non, c'est où, elle est où la méta, quoi. Bref, toujours au profit de la quête de puissance, quoi, tu vois, gagner, et donc ça, dans la vraie vie, gagner, c'est quoi? C'est l'argent, c'est la voiture de sport. Il adore ce jeu, quoi, le méta-gogol, quoi. Il adore ce jeu, surtout quand les règles lui permettent de marcher sur les autres, quelque part. C'est ce qui se passe, hein, nous, dans nos associations. Parfois, on va croiser un gars, son but, c'est de te rouler dessus. Pourquoi tu fais ça? Parce que je suis comme ça. Parce que je ne vois que le fonctionnel. Parce que j'ai construit une liste, je veux qu'elle marche fort et tout. Et au moindre compromis, tu vois, je me sens pas bien, quoi. Donc, le méta-gogol, il y a 2 issues, en fait, de son implication dans ce grand jeu de la vraie vie. Il peut devenir un cassos complet. Genre un mec très toxique, très cassos, très casse-couille, ou alors il peut devenir le directeur commercial d'une banque. Tu vois, c'est un peu les 2 versants du truc, quoi. Et moi, j'ai connu des gens comme ça, hein, des gens qui optimisaient leur vie à mort.
Et ça a fini comme ça. Ça a fini soit dans quelque chose de très triste, c'est-à-dire de la solitude mais extrême, l'infréquentabilité totale, tu vois. Ce mec est une ordure, tu vois. Les gens en parlent comme ça, quoi. Ce mec est une ordure, c'est un infréquentable. Il y a rien de positif qui émanera jamais de lui. Donc, soit tu finis comme ça, ou soit par ton optimisation mais acharnée, eh bien, t'arrives au top du top. T'arrives au top de la méta de la vraie vie. Et ça, le top de la méta, bah, c'est ça, hein, c'est la grande entreprise, le poste à responsabilité. Voilà, tu harcèles sexuellement ta secrétaire. Enfin bref, t'es le ténor du commerce mondialisé, voilà, hein, ce qui fait loi actuellement en vérité, hein, c'est ça. Il finit dans les élites et bah des mecs toxiques comme ça qui finissent dans les élites, je peux vous dire qu'il y en a un putain de paquet. Donc voilà, qu'on prenne les différents types de joueurs, voilà, qui évoluent dans la vraie vie. En tout cas, on progresse dans le jeu. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait durant de longues années. Et bah, quelque part, qu'on le veuille ou non, parfois, on est bien obligé de se la jouer un petit peu compétitif. C'est parce que arriver dans la vie d'adulte, et ce qui se passe, c'est quoi ? C'est le boulot, le contrat de travail, les impôts, la nana, le crédit, la maison, la voiture, les projets. En fait, de toutes parts, on se tape quand même des obligations de résultats, quoi. On se tape des obligations de résultats qui nous amènent à mieux peaufiner notre stratégie dans la vraie vie, à mieux lire les règles, à mieux, voilà, il faut faire la lumière encore sur les points d'ombre de ces règles très compliquées de ce grand jeu qui est la vraie vie. Et dans ce grand jeu, ben, on gagne quoi au juste ? Quand on s'en sort bien, quand on joue bien, quand on suit bien les règles, qu'est-ce qu'on gagne ? Eh bien, on peut gagner des vacances, du bon vin, une moto, une nana qui sera mieux foutue que les autres, une augmentation et pourquoi pas des enfants adorables. Là, quand même, grande victoire, quoi. Pour certains, par mauvaise connaissance des règles ou tout simplement par malchance, les mecs ils foirent tout leur jet de dés. C'est-à-dire que voilà, le mec il boit jamais, il y a un soir il boit 3 bières, il reprend la voiture, bam, contrôle d'identité. Il y a un agent, monsieur le problème. Il y a des gens comme ça qui sont terriblement malchanceux. Donc ça aussi, hein, faut pas l'oublier, la malchance ça existe, quoi. Donc par mauvaise connaissance des règles ou par malchance, quelles seront ces victoires à ce joueur-là ? Bah, ça peut être assez humble, hein. Ça peut se résumer au petit missionnaire du vendredi soir devant la télé, ça peut être un salaire un peu merdique, ça peut être les bouchons tous les matins, le dimanche midi aux courtes pailles avec le Labrador et la Renault Laguna Break, la meuf un peu relou, tu vois, qui te casse les pieds un peu matin, midi et soir, et les gosses mal élevés qui braillent, qui courent partout, qui sont assez ingérables. Donc en fait, nos victoires sont différentes, hein. Suivant les différents types de joueurs, on n'amasse pas les mêmes richesses lorsqu'on joue au jeu de la vraie vie. D'où, en fait, la grande question, si on n'est pas un méta-player dans l'âme, à quoi bon jouer pour gagner si peu ? Eh bien, nous y reviendrons. J'en reviens à mon expérience personnelle. Eh bien, la vie suit son cours. Elle est paisible, sans trop de surprises. Je progresse et quelque part, je triomphe sans gloire. Voilà. Ce ne sont que des petites victoires, des victoires très humbles, mais néanmoins, je m'en satisfais largement. Cependant, les années défilant, eh bien, je me rends compte que quelque chose cloche. Ces règles-là que je suis depuis un moment maintenant, plus je progresse et plus elles me semblent mal écrites. À tel point que je ne suis plus vraiment un explorateur dans tout ça. J'ai perdu quelque chose. Je ne suis plus un explorateur, je ne suis plus un créateur, je ne suis plus un rebelle. Le monde a énormément changé. Et les règles semblent avoir changé aussi. Ce ne sont plus, quelque part, les mêmes règles que mes parents m'ont appris à l'époque. On a tout simplement changé de version du jeu. Une version qui, pour ma part, semble ne plus être écrite pour moi. Une version qui semble ne plus être écrite, eh bien, pour les rêveurs. Donc, je ne suis plus un explorateur. J'ai du mal à être un rebelle. Là, je commence à avoir un énorme sentiment de non-sens. Donc, d'aucuns diront que ça s'appellera la quarantaine. En vérité, j'étais bien plus jeune que ça. Tout ça, c'est 30 ans, tout ça. Un énorme sentiment de non-sens. Donc, ça peut s'appeler la trentaine ou la quarantaine, mais pour ma part, c'était dû à autre chose. Et je me suis rendu compte que ce sentiment de non-sens,
il était partagé par mes vieux copains avec qui je jouais mes Hommes Lézards en 1996. Et bah ouais, on vit quelque part l'ère du non-sens, hein, et là je m'adresse pas mal quand même à cette génération qui est née dans les années 80. Le monde que l'on a connu, eh bien ce monde-là, il est en voie d'extinction. Il y a un peu un côté crépuscule des idoles, et quelque part le plus grave dans tout ça, c'est le crépuscule de la vie que l'on pensait mener. Donc dans cette ère du non-sens, voilà, les exemples sont assez foisonnants. Allez tiens, la politique. Moi j'ai voté non en 2005. Non à l'Europe. Pour des raisons très évidentes. Hein. Moi j'étais dans une éducation gaulliste, tu vois. Mon père à l'époque il m'avait expliqué ce qu'il voulait dire Philippe Seguin quand il parlait de souveraineté énergétique et de souveraineté nationale, etc. Bref, je vote non. Bah ça va quand même mieux. Et du coup l'économie du pays, elle est détruite 20 ans plus tard. Non mais j'ai voté non, tout le monde a voté non, et quand même, on subit ce résultat de plein fouet. C'est un truc de fou, quoi. C'est un truc de fou. Ton boulot sympa, dans lequel, tu prenais du bon temps et tout, il devient pourri. Il y a un nouveau patron, il est arrivé, il s'est mis à faire du management, il s'est mis à réduire les budgets, il s'est mis à virer des gens, l'ambiance est devenue sale, tu vois, tout le monde se regarde de travers, tu vois, ton boulot est en train de devenir pourri. C'est un boulot dans lequel tu t'es investi beaucoup, sans pour autant avoir beaucoup de récompenses, tu vois. Et voilà, ça se passe comme ça. Il y a un pote, tu le connais depuis plus de 20 ans, le mec, tu vois, bah, il te trahit, mais complètement, tu vois, en mode Brutus contre César. Un énorme coup de couteau entre les omoplates, tu vois, un mec que t'as toujours aimé, bam, tu te tapes ça, merde, non-sens, ça n'a aucun sens ça. Tu te maries, c'est le plus beau jour de ta vie, bah tu divorces, bah ouais, parce que pourquoi pas, tu vois, non-sens. Tu veux un enfant, merde, ça marche pas, médicalement, blabla, faut faire des tests et tout, là, non-sens, t'achètes un moteur diesel en 2009, le gouvernement te donne une prime écologique. Tu vois, non-sens. Tous tes films préférés deviennent des remakes pourris. Non-sens, putain, mais depuis quand Predator, c'est censé avoir un casting de rappeurs, quoi. Non, ça se peut pas. Bref, tu vois, tout ça, c'est fatigant. C'est l'ère du non-sens. Tu croises des féministes qui militent pour le port du voile. Sur les médias, on va glorifier des crétins alors que tes agriculteurs sont en train de se suicider. On crache à la gueule des gens qui nous protègent, tu vois. Les dessins animés, ils sont tous en 3D. La musique, elle est devenue infâme. Tout le monde est en train de devenir complètement con, tu vois. Y a des bobos, des cassos, des boomers, des extrémistes religieux. Tu vois, elle est passée où l'intelligence ? Où est passée la véritable société ? Eh ben, cette société, j'y renonce. Ça a été mon choix. J'y renonce complètement. Ce jeu de la vraie vie, que j'ai renommé France Hammer 3000, tu vois. Eh bien, France Hammer 3000, ça pue. J'arrête tout, les règles, elles sont cheatées. J'arrête tout, tout est mal écrit, je ne joue plus. Néanmoins, je suis quand même bien obligé de continuer à jouer un peu. Et ben mieux que ça, je vais me mettre à tricher. C'est-à-dire, je vais vouloir plus d'argent, mais en travaillant moins. Je veux trouver une nana, mais qui aime les tripes au vin blanc, tu vois. Les supermarchés, je décide de ne plus jamais y aller. Les centres-villes, je n'irai plus jamais non plus. Je veux respirer du vrai air, je veux boire de la vraie eau, je ne veux plus d'une culture qui ne prend même plus la peine de s'adresser à moi, ça c'est terminé. Bref, c'est la dissidence totale. Frère Maxou est devenu hors jeu. Je ne joue plus selon leurs règles au jeu de la vraie vie. Je suis tout simplement en train de créer les miennes. Je suis en train de devenir un joueur narratif, espiègle, entreprenant, créatif et rusé. Pardonnez-moi, je me jette des fleurs, mais c'est assez objectif, je trouve, comme diagnostic. Tout simplement, je veux redevenir un explorateur, un rêveur qui vit davantage qu'il n'existe. Ça suffit quelque part
de se contenter d'exister pour avoir un boulot, pour avoir 2000 balles par mois, pour acheter une voiture, blablabla. Non, tout ça, j'en ai plus rien à foutre. À vrai dire, j'en ai jamais eu rien à foutre, mais j'ai eu envie, en fait, durant cette longue période, eh bien, d'essayer quand même de jouer suivant les codes de la vraie vie. Et donc, une vraie vie où le taux de réussite, il est globalement moyen, mais néanmoins où je me débrouillais pas mal du tout. Mais au bout d'un moment, les règles, je peux plus en fait. Les règles, je peux plus. Tu votes à gauche, t'as un gouvernement de droite. Tu votes à droite, t'as un gouvernement de gauche. Tu vois, ça veut rien dire tout ça. Les règles sont cheatées. Elles sont dictées par par une poignée de trous du cul agissants et vraiment infâmes quoi. Bref, je veux plus de tout ça. Je veux plus entendre parler de rien de tout ça. Les médias, ça n'existe plus. Le supermarché non plus. Les plateformes numériques, tu oublies. Non, je vais aller dans mon jardin. Je rentre à ma maison et je vous emmerde. Merde, non, c'était pas dans le bon sens. Je vous emmerde et je rentre à ma maison. Bref, il y a eu ce vœu de ma part. D'arrêter de jouer. Donc, tout ça, ça nous a donné quoi? Lorsque j'ai arrêté de jouer à ce jeu de la vraie vie, eh bien ça nous a donné un lore assez intense, hein. C'est-à-dire jusqu'au Covid, ça a été des années où je me suis mis tout simplement à tout changer. J'ai changé de métier, j'ai changé de lieu, j'ai tout changé en vérité, sauf bien sûr mes amis, ils sont là, ils sont dans le marbre, ils ont les pieds dans le béton, si tu bouges t'es mort, t'as pas intérêt à bouger de là. Donc en tout cas ouais, un lore assez intense, et ce lore il a continué tranquillement, donc un lore vraiment énervé, hein. Tous les mois il se passait des trucs jusqu'au Covid. Bam, le Covid. Oh, voilà, ça, le Covid, je pense, c'est un élément clé dans notre hobby à tous. Je pense que cet événement, il a joué un événement pour tout le monde, quoi, vraiment tout le monde. Donc, qu'est-ce qui s'est passé au Covid ? Donc déjà, il y a eu cette espèce de prise d'otage, hein. C'était ok mon gars, si tu veux continuer à vivre en société, il faut aller te vacciner. Tu vois, c'est un président banquier de chez Rothschild qui te l'ordonne. Moi j'ai vu, non mais mec, alors là, sans entrer dans les débats médicaux, complotistes, etc., anti-vax, non, pour moi en fait il n'a jamais été question de ça. C'est-à-dire quand on me dit si tu veux faire partie de la société, il faut faire ça, moi je regarde la société dans les yeux, je fais non en fait non, moi je veux pas y aller. Donc naturellement je n'ai rien fait, je suis resté tranquillement chez moi et j'ai passé une période merveilleuse, un trimestre de rêve dans mon jardin. J'avais le plus beau potager du monde, j'avais des fleurs partout, mes arbres étaient taillés à la perfection, il a fait un temps magnifique, j'ai élevé un bébé oie qui s'appelait Riette, qui malheureusement a trépassé depuis. Ah, ma petite Riette, elle me manque. Bref, j'ai passé 3 mois assez merveilleux. Donc, à l'issue desquels, eh bien, la vie a fini par reprendre son cours, hein, c'est-à-dire on retrouve un peu au fur et à mesure la vie, les gens, et là, bam, il se passe un truc, je me pète le bras. Je me pète le bras tout simplement parce que j'ai fait du catch avec mon pote Marco, qui est très costaud. Donc j'ai fait du catch, j'ai perdu et je me suis fait casser le bras quoi. Alors c'était pas de sa faute hein, naturellement. Je suis tout simplement mal tombé et bam, bras cassé. Et là il se met à faire un temps dégueulasse. Pendant 1 mois, j'ai été interdit de faire quoi que ce soit. Je pouvais rien faire, je pouvais pas conduire. J'ai dû faire mes courses à l'épicerie du coin. Donc crois-moi qu'au bout d'un moment, le jambon blanc Casino, t'en peux plus quoi. Je me nourrissais d'œufs durs, c'était n'importe quoi. Bref, le bras cassé pendant 1 mois, temps dégueulasse, 1 mois sans rien faire. Donc j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup vu de films, mais globalement, putain, là c'était sombre, hein, c'était sombre. Donc à l'issue de ce mois, je me dis ok c'est bon, on retourne au front, on va rebosser un peu et voir les copains en bistrot. Et là, bam, reconfinement. Waouh. Reconfinement, c'est-à-dire que pour une nouvelle période, j'allais rester chez moi tout seul sans rien faire et le havre de paix qu'a représenté le printemps, c'était plus d'actualité, hein. Maintenant il pleut comme vache qui pisse, il fait sombre, il fait froid. Donc alors là j'ai pris un coup en travers de la gueule. Si on devait rétrospectivement là ce qu'ils ont fait là, nos dirigeants durant cette période, honnêtement, je ne leur pardonnerai jamais quoi, vraiment jamais. Ah putain, vraiment, ils ont œuvré, mais comme les dernières des putains, c'était
quel enfer, mais quel enfer de mensonges, mais quelle débilité dans les choix, quoi. Ils ont sacrifié la jeunesse, ils ont mis à mort, mais plusieurs, oh là là, ils ont tellement fait de mal, quoi. Tellement fait de mal. Bah bref, je leur en veux beaucoup là-dessus. Ma haine est éternelle et ma revanche sera terrible. Concernant cette parenthèse pandémique, c'était absolument une horreur. En tout cas, là, pour ma part, la coupe était pleine. Il me fallait absolument quelque chose, qui vienne quelque part conclure ces années de quête de sens. Et quelque part, quand on se retrouve seul à ce moment-là, il y a quelque chose qui vient assez naturellement à l'esprit, c'est pourquoi pas renouer avec l'enfance. Je me rappelle avoir lu dans Nietzsche, par exemple, que c'était une certaine forme d'immaturité, hein. C'était même une forme, quelque part, d'échec de la vie d'adulte, que de retourner vers l'enfance. Mais néanmoins, à l'instant T, moi, je n'ai pas trouvé mieux. Et le truc est venu tout seul. Warhammer, ça faisait longtemps que je t'avais pas vu, mon gars. Putain de Hammer, mais où t'étais passé, mon gars? Tu m'as manqué, tu m'as grave manqué, et à l'instant T, moi je n'ai pas trouvé mieux que ça. Warhammer, voilà, c'est ce qu'il me fallait tout de suite, immédiatement, et ni une, ni deux. J'en parle vite fait à un pote, je fais ok, Warhammer maintenant c'est quoi? Il me dit ah c'est ça, c'est la V9, ça vient de sortir. Ok, je prends. Bam. 3 jours plus tard, la boîte Indomitus était à ma maison avec la colle citadelle, le petit cutter, les petits machins et des trucs que j'ai déterrés de mon âge d'or précédent, des petits pots de peinture, des petits outils, des petits machins. Bref, c'était parti, Indomitus sur la table. Et c'était parti. Et là, voilà. Quelques années plus tard, j'en suis à faire un podcast à ce sujet. Donc, vous imaginez très bien quelle part ça a pris dans ma vie. Et effectivement, la retrouvaille avec Warhammer s'est faite dans une révélation totale. Ça a été une révélation à tous les niveaux. Ça a été le renouement avec l'activité artistique. Beaucoup de joie. Mais aussi de travail dès le début j'ai travaillé beaucoup, d'abnégation toujours, et naturellement par la suite, là je vous parle des temps actuels, hein, une vocation. Donc une vocation, voilà, j'ai créé un podcast à ce sujet. Autant vous dire que ça illustre à quel point le truc est devenu important pour moi. Mais donc cette partie-là, la redécouverte du hobby, autant la garder pour une émission prochaine, parce que suite au Dark Age, on renoue avec le Golden Age. Un Golden Age, et dans la foulée, quelque part, de ces retrouvailles émouvantes, le frère Maxou, il a également retrouvé l'amour, le vrai amour. Autant vous dire, les gars, que ça aussi, j'y avais renoncé. Ça aussi, j'avais arrêté de jouer à ça. Donc, il y a eu beaucoup de renoncements. Entre les lignes de tout ça, naturellement, vous êtes pas bêtes, mes très chers auditeurs. Vous vous doutez bien qu'il y a eu de la douleur. Il y a eu de la douleur, quand je parlais tout à l'heure d'événements tragiques, du haut de mes 40 balais, évidemment que je n'y ai pas coupé. J'ai perdu l'amour, j'ai perdu des êtres chers. Et j'ai connu la douleur, tout simplement. Et quelque part, moi je pars du principe que c'est dans la douleur que l'esprit s'élève. C'est dans ce genre d'étape douloureuse que notre esprit, il va aller plus haut, soit par volonté de survie, tout simplement, soit pour essayer de se hisser, tout simplement, au-delà de simples émotions négatives et de redonner du sens à cette douleur que l'on subit. Donc cette quête de sens, pour moi, elle est toujours en cours, en vérité. Moi, j'essaie de vraiment, dans toutes les choses que je fais, mon premier réflexe, c'est ça, c'est qu'il faut que ça ait du sens. Si ça n'a pas de sens à mes yeux, je ne le fais pas. Si j'estime que les choses sont médiocres par rapport à mon échelle de valeur, je ne participe pas. Bref, il y a eu beaucoup de renoncements, mais tous ces renoncements, ils ont abouti à 2 choses, Warhammer et l'amour. Donc
Franchement, pour un joueur casu, moi, j'estime que c'est pas mal et je suis très très heureux de la situation actuelle. Je suis très heureux de ce qui est devenu l'exercice du hobby. Je suis très heureux de la communauté qui gravite autour de ça et je suis très heureux d'avoir mis fin à ce Dark Age. À vrai dire, pour moi, ce Dark Age, il n'a rien eu de sombre, quoi. La vraie vie, j'ai aimé ça. Ce jeu de la vraie vie, j'ai aimé ça. Donc, je continue toujours à jouer un petit peu, mais comme je vous l'ai dit, maintenant, ça se déroule suivant mes propres règles. La vraie vie, maintenant, c'est moi qui écris les règles et j'emmerde ceux qui m'empêchent de jouer autrement. Tandis qu'à Warhammer, eh bien là, je suis les règles. Je suis un bon élève, mais néanmoins, voilà, là encore, on est dans le contournement. C'est que les règles du jeu ne nous plaisent pas toujours. Du coup, on fait en sorte de les rendre plus sympas, plus narratives, plus rurales. Voilà, on met de la ruralité partout, tout le temps. C'est ça qui est merveilleux. Bref, le Dark Age, c'est terminé. Maintenant, je suis en plein Golden Age. Un Golden Age, mais qui n'en a pas fini du tout. À vrai dire, un Golden Age que je souhaite éternel. Alors je ne sais absolument pas de quelle manière je vais parler du Golden Age pour la prochaine émission. Va falloir avoir des idées, tout simplement. Bref, c'était mon petit recueil de Dark Age. J'espère qu'il vous aura plu. Je ne me suis pas trop énervé, ça va. En fait, après minuit, voilà, tout de suite, on est plus relax, on est plus le rythme nocturne, c'est beau. J'avais ma petite bière avec moi, voilà, ça s'est bien passé. J'ai pris du plaisir à parler de mon Dark Age. J'espère que vous en aurez pris aussi à l'écouter. Je vous souhaite tout le meilleur, mes amis hobbyistes. Jouez vous aussi au jeu de la vraie vie suivant vos propres règles. C'est quelque chose que je ne puis que vous encourager à faire. Faites comme vous faites dans Warhammer. Si les règles vous gonflent, réécrivez-les et tirez-en le meilleur et hissez-vous au-dessus de tout ça. Hissez-vous au-delà de cette grande ère du non-sens qui nous fait tant souffrir. Portez-vous bien les amis, je vous fais des bisous et à plus tard pour un nouvel épisode de Il était une fois mon putain de hobby.